Mercredi 20 avril 2022, à la une de l'actualité, compte rendu du traditionnel Conseil des ministres du 20 avril 2022 sous la présence effective du président du FASO, une rencontre qui a été principalement axée sur la situation de l'inondation survenue à la mine Perkoa ainsi que la question de l'hydrocarbure. Une marche prévue pour ce 23 avril annoncée par le mouvement Burkina-Russie face à la presse ce 20 avril. Pour eux, une collaboration entre le Burkina et Moscou serait la meilleure solution pour sortir le Burkina Faso de la crise sécuritaire qu'il vit en ce moment même. Et puis au Mali, la France quitte sa base militaire de Gossi, une nouvelle étape faisant suite à la demande du président français Emmanuel Macron de retirer ses troupes du sol malien le 17 février dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télé interactive. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 20 avril au palais de Kosiam sous la présidence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La situation de l'inondation survenue à la mine de Perkoa, où l'on est d'ailleurs toujours sans nouvelles de 8 personnes, ainsi que la question des hydrocarbures a essentiellement retenu l'attention du Conseil. Le point dans ce reportage signé Serge Caboret. La psychose naît des rumeurs sur une pénurie d'hydrocarbures dans certaines stations-service de la capitale, ainsi que le drame survenu à la mine de Perkoa suite à une forte pluviométrie, ont été au cœur de l'hebdomadaire Conseil des ministres qui s'est déroulé sous la présidence du chef de l'État. Tout en rassurant les populations sur la question des hydrocarbures, le ministre en charge du commerce est revenu sur certains aspects pouvant être à l'origine du dysfonctionnement constaté. On a des pays voisins côtiers, et notamment un particulier pour lequel la différence de prix du diesel fait 321 francs. Ça veut dire que le diesel burkinabé est moins cher que le diesel de ces pays de 321 francs CFA. Cette situation encourage le trafic, sachant que notre diesel est subventionné pour permettre aux transporteurs de maintenir un coût bas des transports, notamment des marchandises, des matières, et donc c'est une exportation illégale de notre subvention. Ceci aussi contribue à assécher nos réservoirs et donc à aggraver l'effort que fait le gouvernement pour rendre le carburant disponible, notamment cette matière-là. La mise en place d'une coordination est en cours avec les ministères concernés sur la question afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi. Et au porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo d'appeler les populations à condamner ces pratiques. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, chaque Burkinabé est aussi responsable d'une éducation citoyenne à l'ensemble du reste des citoyens. Ça veut dire que nous devons tous ensemble être unis et condamner ce genre d'actes qui nous mettent, vous comme moi, dans des situations difficiles. Ce n'est même pas seulement que dans le domaine du carburant. Vous voyez, même dans le domaine des denrées alimentaires, il y a certains qui stockent encore des denrées alimentaires, qui attendent une inflation des prix des denrées alimentaires pour ensuite revendre leurs denrées alimentaires. Donc il y a ce qu'on appelle une spéculation mécanique orientée et surtout suscitée par le comportement de certains acteurs, tout simplement. Et ça, je pense que unanimement, l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratiques-là pour nous permettre de vivre en harmonie. 6 Burkinabés et 2 expatriés, dont un Tanzanien et un Zambien, tous travailleurs d'une société minière du pays, sont bloqués dans les galeries de la mine depuis le 16 avril suite à des fortes pluies. Sur la question, le Conseil des ministres annonce qu'un dispositif d'intervention a été mis en place. Il s'agit de la mine de Perkoa, dans la province du Sanguier, région du centre-ouest, qui a connu donc ces inondations suite aux pluies de samedi à dimanche. Au moment où je vous parle, donc, les opérations de secours sont en cours et nous espérons vraiment que cela va aboutir à une issue heureuse pour les familles donc, des personnes retenues à l'intérieur de ces mines-là. Et donc tout est mis en œuvre avec les sapeurs-pompiers de la ville de Koudrou qui sont venus en renfort et l'ensemble du personnel technique du ministère des Mines et des Carrières, mais aussi un support de certains miniers qui sont venus donc avec des experts et des techniciens et du matériel pour apporter leur secours à la mine de Perkoa.
Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté un décret au titre du ministère en charge de la fonction publique portant règlement intérieur des établissements de formation professionnelle de l'État. Une adoption qui permet désormais au Burkina Faso d'avoir un référentiel unique en matière de règlement intérieur des établissements de formation professionnelle de l'État. Le mouvement Burkina-Russie était face aux hommes de médias ce mercredi 20 avril 2022. Le but de cette conférence de presse était de lancer un appel à l'ensemble des Burkinabés à une grande mobilisation prévue pour ce 23 avril 2022. Occasion pour ces derniers de demander aux nouvelles autorités de nouer un nouveau partenariat avec la Russie pour lutter contre le terrorisme. Le point avec Salmato Zongo avec la voix de Wenlasida Kaboré. La marche du 23 avril 2022 annoncée par le mouvement Burkina-Russie a pour objectif de demander au chef de l'État burkinabé de procéder à une rupture des accords militaires entre le Burkina Faso et la France. L'initiative de la marche se justifie selon le mouvement par l'indécision des nouvelles autorités qui tardent à suivre l'exemple malien en scellant un partenariat militaire avec la Russie. Cette collaboration avec Moscou est la solution à la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso, à en croire Moussa Sanfo, porte-parole du mouvement Burkina-Russie. Actuellement, le monde entier est à la recherche de la sécurité et chacun devrait s'adosser et chercher un partenariat qui, en tout cas, pourra faire son affaire. Et nous, ensemble, des OSC unis pour un partenariat Burkina-Russie, appellent nos autorités à se tourner vers la Russie pour efficacement lutter contre le terrorisme. Nous sommes et nous demandons toutes les Burkinabés, fils et filles, qui sont dans la même logique et dans la même vision de sortir massivement pour qu'ensemble nous disons non à l'insécurité et non à la coopération louche avec la France. Pour les conférenciers, les accords militaires en vigueur entre le Burkina Faso et la France ne profitent qu'à l'ancien colonisateur. D'où la nécessité, selon eux, de réviser les 10 accords si le Burkina tient à garder la France comme allié dans la lutte contre le terrorisme. Nous, on dit à la France que par rapport aux accords qu'ils ont signés avec notre État depuis l'indépendance, le peuple dit revenir sur la table s'ils veulent la coopération. Ils n'ont qu'à revenir sur la table pour revoir ces accords-là. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à ramasser leur bagage et puis tourner. Parce que quand on demande à quelqu'un de quitter chez lui, est-ce que c'est forcé de rester? C'est pas forcé. Nous, on ne leur demande pas d'être ici parce qu'ils ne nous font rien, ils ne nous donnent rien ici. On ne gagne rien avec eux, la France, ici. Si ce n'est pas perte, c'est l'or, c'est le pétrole qu'ils veulent parce qu'ils ont su qu'il y a des choses, des signes de pétrole dans le Sahel. C'est tout ça qu'ils sont en train de courir. Mais nous, on dit non. On veut une autre coopération et on veut signer des vrais accords ensemble. Créé le 28 mars 2022, le mouvement Burkina-Russie est une coalition qui regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile qui s'opposent à une présence militaire française sur le territoire burkinabé. En sa séance du 13 avril dernier, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Issa Somé, professeur titulaire hospitalo-universitaire, est nommé secrétaire général du dit ministère. Au poste de directeur de cabinet a été nommé le maître de conférence Landrigui Yamego. Ce 19 avril, les 2 collaborateurs du ministre ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le professeur Frédéric Ouattara. Michael Tougri pour le compte-rendu. Et je repars du secrétariat général avec joie. Après 3 ans passés au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation, en sa qualité de secrétaire général, Mahamadou Savadogo passe le témoin au nouveau secrétaire général Issa Somé, nommé en Conseil des ministres du 13 avril dernier. Tout comme lui, le nouveau directeur de cabinet, Landrigui Yamego, remplace à ce poste Théophile Otenkodogo. Tire une satisfaction totale. Nous étions venus pour une mission et nous estimons qu'à ce jour, nous avons accompli notre mission. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, il y a encore d'autres défis à relever. Mais nous estimons que nous avons apporté notre pierre à la construction de cet enseignement supérieur de la recherche, mais aussi de notre nation. Nous en sommes très fiers. Nous souhaitons en tout cas bon vent à ceux qui prennent les rênes de la maison pour qu'eux aussi ils apportent leur pierre à l'édification donc de ce ministère-là. Les 2 nouveaux collaborateurs du ministre ont été installés dans leurs fonctions par le professeur Frédéric Ouattara. Le nouveau secrétaire général Issa Somé et le directeur de cabinet Landrigui Yamego promettent de faire du dialogue un des piliers de leur action dans l'atteinte des missions à eux assignées.
Le pays est toujours traversé par des séries de crises, que ce soit les crises que nous vivons sécuritaires ou que ce soit les crises sociales et en particulier les crises au niveau universitaire. Il est évident que dans la résolution de ces crises, tantôt il faut des décisions, mais très souvent il faut des dialogues pour qu'on puisse se comprendre mieux et justifier les décisions qui sont prises. C'est dans ce sens que nous appelons l'ensemble des partenaires sociaux de l'éducation à opter, disons, pour un dialogue franc, de manière à ce que nous puissions bâtir un système éducatif plus performant pour les générations futures. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, dans son allocution, a remercié le secrétaire général et le directeur de cabinet sortant pour leur engagement. Quant à ses nouveaux proches collaborateurs, le professeur Frédéric Ouattara dit attendre des résultats et cela leur a été rappelé à cette cérémonie d'installation. Le 13 janvier dernier, la Direction générale des ressources vétérinaires du Burkina Faso déclarait la présence du virus de la grippe aviaire dans 42 foyers repartis dans cette région du pays. Le jour suivant, au cours d'une conférence de presse, le ministre en charge des ressources animales a appelé les populations à l'adoption de bonnes pratiques afin de contrer la propagation de cette maladie. Cependant, qu'en est-il 3 mois plus tard des stratégies mises en place par les services compétents pour endiguer cette maladie et qu'en est-il également de l'état des lieux? Les réponses tout de suite avec Dr Adama Maïga, directeur général des services vétérinaires, dans ce reportage signé Fatimata Nikiema. Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, encore appelé virus de la grippe aviaire, est une infection provoquée par des virus grippaux de type A. Une infection qui peut toucher toute espèce d'oiseaux sauvages ou domestiques. S'il est généralement asymptomatique chez les oiseaux sauvages, il provoque chez les oiseaux d'élevage domestiques des symptômes de grippe tels que les écoulements nasaux, des troubles respiratoires, des gonflements de crête et même la diarrhée. Détectée pour la 3e fois au Burkina Faso en janvier 2022, cette peste aviaire touchait déjà plus de la moitié des régions du pays. Quand nous avons fait la déclaration le 13 janvier, on était à 42 foyers. Après ça, au 1er avril, on est parti jusqu'à 132 foyers. Et sur les 132 foyers, il y a eu près de 192 élevages qui ont été touchés. 192 élevages répartis dans 12 régions et 26 provinces du pays. Mais à la date du 15 avril 2022, 84 foyers ont été maîtrisés et il ne reste que 48 foyers actifs. La lutte continue donc à la Direction générale des services vétérinaires pour endiguer cette épizootie. Et cela en suivant la stratégie des services techniques de l'élevage. Nous avons pris déjà des arrêtés portant déclaration d'infection dans presque toutes les provinces où il y a eu la maladie. Et après la prise des arrêtés, les services techniques sont passés dans les élevages où il y a eu la maladie. Où il y avait des volailles, nous avons procédé aux abattages sanitaires, plus incinération des volailles qu'on a abattues. Dans les lieux où les volailles sont toutes mortes, nous avons procédé à la désinfection. Selon le directeur général des services vétérinaires, cette peste des volailles n'épargne aucun type d'élevage dans le pays, qu'il soit traditionnel ou moderne. Au niveau de la faune sauvage également, nous avons constaté la grippe aviaire, puisqu'il y a eu des tourterelles que nous avons pris qui ont été positifs. Il y a également des charognards que nous avons pris qui étaient positifs aussi à la grippe aviaire, parce qu'ils ont mangé des cadavres de poules et ils se sont contaminés. Donc il y a eu, surtout dans la région du sud-ouest et du centre-sud, où nous avons eu jusqu'à 14 charognards qui sont morts de la grippe aviaire. La faune sauvage n'est donc pas épargnée, mais il est difficile de contenir la maladie à ce niveau, faute de disponibilité d'un programme de surveillance de la faune, à en croire Dr Maïga. Et pourtant, l'alerte selon laquelle la grippe aviaire se répand plus ces dernières années au niveau de la faune sauvage a été lancée par la FAO. Elle a donc invité les pays concernés à prendre des dispositions pour éviter la propagation du virus.
Quand on fait l'aliment ou quand on pose l'eau, éviter que ces oiseaux sauvages ne viennent pour pouvoir boire l'eau parce qu'ils peuvent contaminer également nos volailles. Les éleveurs doivent donc adopter des gestes qui mettent des barrières entre la volaille sauvage et domestique. Quant aux autres modes de contamination, des dispositions sont prises par les services vétérinaires. Il y a un renforcement du contrôle au niveau des frontières, mais également au niveau d'ici, nous continuons toujours à faire des enquêtes épidémiologiques, à demander toujours la situation de la maladie dans les provinces où il y avait la maladie, pour voir s'il n'y a pas encore quelques cas qui ont surgi. Mais on a bon espoir que d'ici la fin du mois, mi-mai, on pense qu'on va pouvoir gérer la maladie si tout va bien. Mais pour respecter ce délai, la direction des services vétérinaires compte sur la collaboration des importateurs de volailles et des populations. Et cela en allant vers les services vétérinaires pour s'informer avant toute importation ou avant la mise en œuvre de tout projet d'élevage. Rappelons qu'avec la présente apparition, c'est la 3e fois que le Burkina Faso est touché par cette grippe après celle de 2006 et 2015. Et elle engendre des conséquences socio-économiques, sans oublier les troubles de santé qu'elle peut causer à l'humain. Des problèmes de santé qui peuvent se manifester par la toux, la fièvre, des maux de gorge, des douleurs musculaires et un essoufflement. Parlons solidarité dans ce journal. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Kambouego, a été solidaire envers les différentes communautés musulmanes. Ce 19 avril, il a fait don de plusieurs cartons de sucre au mouvement sunnite du Burkina Faso ainsi qu'à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina afin d'accompagner ses fidèles en ce mois de jeûne. Les détails dans ce reportage signé Michael Tougri. C'est devenu une tradition pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Chaque année, pendant le mois de jeûne, le parti de Edi Kambouego est solidaire des fidèles musulmans. Ce 19 avril, à la tête d'une forte délégation, Edi Kambouego a remis des cartons de sucre à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso, AEMB. C'est un mois de sacrifice, d'un don de soi, pour témoigner leur foi à Allah. Et c'est un mois, comme ils l'ont si bien dit, de partage, je veux dire un mois de solidarité. Il est de bon ton que nous, en tant que parti politique, nous puissions accompagner, parce que nous savons ce que c'est que la communauté musulmane. Nous sommes solidaires à eux. Et nous avons simplement demandé de prier pour nous et pour notre pays, parce que le pays est dans une situation très très critique. Et le président Damiba lui-même avait demandé des prières, demandé aux étudiants de continuer à prier. Prier pendant que les militaires sont sur le terrain. Et en plus le dialogue, que Dieu exauce les vœux du Burkina pour le bien-être des Burkinabés, pour le bien-être du peuple burkinabé. Mois de pénitence et de partage, ce geste du Congrès pour la démocratie et le progrès est salué par l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. Il a permis ce déplacement et nous sommes très très ravis de la visite parce que comme nous l'avons dit, c'est vraiment un soulagement qu'on ait des dons comme ça qui nous aident à faciliter la rupture de nos frères et sœurs qui sont à Ouagadougou et qui sont dans les provinces. Parce qu'à chaque mois de Ramadan, nous effectuons ça, c'est un projet noble, social, en fait, de sorte que ceux qui ont des difficultés à rompre leur jeûne puissent avoir des facilités parce que c'est un mois de partage et qu'on sente des actions qui sont entreprises par le CDP. Depuis l'année passée, on les reçoit et on leur dit grandement merci. Un peu plus tôt, dans la matinée, la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès a été reçue par les responsables du mouvement sunnite du Burkina Faso. Là aussi, Edi Kambouego a remis des paquets de sucre et exhorté les fidèles musulmans à prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, un chercheur a mis en place un projet afin de valoriser les boues de vidange produites dans la ville de Ouagadougou. En effet, les quantités de ces déchets évoluent de façon croissante avec le manque évident de dépotoirs, d'où l'expérience de ce chercheur du nom de Auguste Soré qui consiste à fabriquer du compost à partir des boues de vidange pour ensuite l'utiliser comme fertilisant agricole sur du gombo et du maïs. Zoom à présent sur le traitement des boues de vidange de l'ONEA dans la ville de Ouagadougou dans ce reportage signé Abdoul Rahim Nienye.
Comme chaque matin, Auguste Soré, doctorant en environnement, arrive dans son champ d'expérience SIS à l'école polytechnique de Ouagadougou. Il travaille ici pour la production de sa thèse et le principe, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Il est ingénieur en environnement mais veut rendre utile ses recherches pour le monde agricole. Dans cette logique, les bouts de vidange issus du centre de traitement de l'ONEA et des déchets solides récoltés au centre d'enfouissement technique de la mairie de Ouagadougou lui ont servi de matière pour fabriquer du compost. Pour expérimenter son produit, l'impétrant en utilise pour ses plants de gombo et de maïs. À vue d'œil déjà, en termes de forme de la tige, de corpulence comme de longueur, donc on constate que les maïs cultivés avec le compost là sont vraiment robustes et on voit même déjà des fruits qui se présentent à l'horizon. Par contre, les maïs cultivés avec l'engrais chimique n'ont pas encore atteint ce stade d'évolution et même quand on regarde, ils ne pourront pas atteindre la corpulence des maïs où on a cultivé avec du compost. Il y a une différence très nette. Donc, pour dire que les plantes cultivées avec le compost donnent des fruits qui sont de bonne taille, bon diamètre et aussi en termes de nombre. En moyenne, on a 5 fruits pour les récoltes au niveau des plantes cultivées et avec le compost. Et sans compost, on a en moyenne 3. Résultat palpable qui montre le rôle important du compost dans le rendement agricole. Un résultat obtenu après 5 années de travail qui pourrait servir comme alternative au profit du monde agricole. On peut substituer le compost à l'engrais chimique que nous utilisons. Donc aujourd'hui, l'engrais chimique coûte cher. L'engrais chimique n'arrive pas à temps. Les dosages sont compliqués à maîtriser par les agriculteurs. Par contre, le compost que nous avons eu à produire, c'est avec les déchets que les agriculteurs ont. Que ce soit au village, il y a des déchets verts, au village, il y a des bouts de vidange. Et donc, la perspective pourrait être appliquée là pour résoudre un problème et augmenter la productivité agricole. L'idée de cette recherche est partie d'un stage à l'ONEA après son master sur l'assainissement dans les centres de traitement des dépotoirs. Il décide de poursuivre sa thèse sur la même thématique, mais cette fois sur l'utilité de ces déchets. Il travaille donc à rendre utiles ces déchets qui sont de plus en plus encombrants. Donc, notre objectif est double. Il s'agit de trouver une solution pour boucler la chaîne de l'assainissement, mais également travailler à augmenter la productivité agricole, puisqu'on sait que dans les bouts de vidange, il y a beaucoup de nutriments qui peuvent permettre aux plantes de croître. Engagé à finaliser son étude et à la rendre utile pour l'agriculture au Burkina Faso, Auguste Soré rencontre des difficultés. Son projet souffre de manque de financement national, chose qui met mal à l'aise Dr Samuel Woba, directeur de suivi du doctorant Auguste Soré. Il est donc contraint de compter sur les financements extérieurs, même s'il estime que cela n'est pas évident. Très peu de financement vient de l'État burkinabé. Voilà. Donc c'est toujours des organismes internationaux qui ciblent des thématiques beaucoup plus intéressantes pour eux, mais pas forcément pour nous. Je crois qu'il faut qu'on comprenne aussi que le développement de notre pays va passer nécessairement par le choix des thématiques qui concernent notre pays. Même si c'est nous-mêmes qui allons financer nos recherches, je crois qu'il le faut. Voilà. Et donc quand on parle de compostage, je ne suis pas sûr que, vous savez, si on arrive à développer le compostage, ça va forcément freiner le marché des pesticides. Donc vous savez que c'est une concurrence qui ne dit pas son nom. Donc vous n'attendrez pas que ces gens-là vous financent pour que vous puissiez développer des méthodologies qui vont donc dans le sens de produire du compost. Auguste Soré explique que le danger lié au financement extérieur est qu'il permet aux bailleurs de fonds de contrôler le domaine de la recherche au Burkina Faso. Quand c'est l'extérieur qui vous finance pour un projet que vous menez au Burkina Faso, vous n'êtes plus maître des résultats. Même pour vulgariser les résultats, tout dépend de l'accord de celui qui vous a financé. Pour publier même les résultats dans les revues, il faut l'accord de celui qui vous a financé. Le doctorant rassure que le processus de compostage des déchets permet d'éliminer les pathogènes qui peuvent nuire aux plantes. Son directeur de suivi a pour sa part félicité la pertinence du sujet et a laissé entendre que cette thèse sera soutenue courant l'année 2022.
Hors de chez nous à présent, l'armée française a officiellement remis mardi aux forces armées maliennes les clés de la base de Gossi dans le nord du Mali. Une étape majeure du départ de la force antidjihadiste Barkhane du pays, a indiqué l'état-major français. Cette nouvelle étape de départ fait suite à la demande du président français Emmanuel Macron de retirer ses troupes du sol malien le 17 février dernier. Reportage. 2 mois après l'annonce de l'arrêt de l'opération Barkhane par le président Emmanuel Macron, l'armée française vient officiellement de remettre ce mardi les clés de la base de Gossi aux forces maliennes. Le poste situé dans le nord du Mali a été restitué en l'état avec tous les dispositifs défensifs, tous les équipements ainsi que des infrastructures de casernement, a détaillé Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major des armées. Les forces françaises ont déjà quitté 3 villes du pays, Kidal, Tessali et Tombouctou. Reste encore la rétrocession des bases de Ménaka et de Gao. En tout, 2500 soldats français sont encore déployés au Mali, 4600 sur l'ensemble du Sahel. Alors que la menace djihadiste dans la région est toujours bien réelle, l'armée française a réaffirmé qu'elle ne cesserait pas son combat et souhaitait travailler avec les pays voisins. Mais pendant que la France retire son opération anti-djihadiste, la Russie, elle, augmente sa présence militaire. 2 hélicoptères et des radars 4e génération ont été livrés ce lundi. Et ce n'est pas la première fois. En mars et en octobre dernier déjà, des livraisons d'équipements militaires avaient eu lieu. La junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé d'autres opérations à venir dans les prochains mois. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. L'objectif de tout ce que nous faisons au niveau de l'état-major général des armées et des armées et services, c'est de travailler à garder notre autonomie pour être en mesure de défendre de façon autonome notre territoire. Le rapprochement entre Bamako et Moscou, ajouté à la présence du groupe de mercenaires russes Wagner, inquiète les Occidentaux. La mission de l'ONU, la MINUSMA, est toujours en cours au Mali jusqu'en juin prochain, date à laquelle son mandat devrait être ou non renouvelé. Direction le Sénégal avec l'affaire Astou Sokna. 6 sages-femmes sont poursuivies après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu une césarienne pendant des heures et dont le sort tragique a ému le pays. Ces sages-femmes sont donc poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Suivons ce reportage. Au Sénégal, 6 sages-femmes sont poursuivies après la mort d'une femme enceinte et de son bébé dans un hôpital public. Les employées médicales sont toutes mises en cause pour non-assistance à personne en danger. Selon leur avocat, 4 d'entre elles sont en prison depuis mardi soir et 2 sont en liberté provisoire. Avant que les circonstances de la mort d'Astou Sokna, enceinte de 9 mois et décédée à l'hôpital début avril, soient officiellement commentées, la presse locale a indiqué déjà que la jeune femme de 34 ans aurait attendu en vain une césarienne qu'elle réclamait. La semaine dernière, le ministre sénégalais de la Santé a reconnu que la mort d'Astou Sokna aurait pu être évitée avec, je cite, plus de vigilance et annoncé le limogeage du directeur de l'hôpital. L'affaire a suscité de l'effroi et de l'indignation dans un pays où le taux de mortalité maternelle est élevé et concerne environ 5 femmes par jour. Les 6 femmes devraient être jugées le 27 avril devant le tribunal de grande instance de Louga, dans le nord-ouest du pays. On a tendance à dire que rire, c'est refuser de se laisser aigrir par notre impuissance et nos échecs. C'est plutôt montrer que la vie reste la plus forte et qu'en son centre, on y place la joie. C'est sur cette belle pensée que je vous dis au revoir. On se retrouve demain, Dieu voulant, pour de nouvelles informations.